Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents ici. Nous avons le plaisir d'accueillir André Turmel, maître André Turmel, qui est avocat associé à Fasken Martinet à Montréal. Maître Turmel est donc spécialiste en droit de l'énergie, droit des ressources naturelles, droit des changements climatiques. Il travaille avec de nombreuses compagnies dans le domaine de l'électricité. Vous intervenez aussi auprès des gouvernements dans le cadre de travaux pour la Banque mondiale, et notamment pour des réformes institutionnelles. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment l'ouvrage sur la loi sur la régie de l'énergie annotée, qui date. Oui, ben, c'est vrai que ça va être l'opportunité. Et puis, vous intervenez aussi dans de nombreuses conférences. Vous êtes très actif dans le domaine associatif, notamment en matière de droit de l'énergie. Puis vous avez reçu de nombreux prix, distinctions, et vous nous faites donc le plaisir d'intervenir ici. Vous avez aussi enseigné ce cours en droit de l'énergie en 2014, je crois. Donc c'était voilà, c'est finalement un retour aux ressources, puis un grand merci pour recevoir. Vous allez donc nous parler du commerce de l'électricité au niveau international. Merci, monsieur Turmel. Merci beaucoup, Christophe. Merci de m'accueillir ce soir. Je suis très content d'être ici. C'est une salle assez impressionnante. Il y a beaucoup d'écrans. Alors, moins de focus sur les écrans, mais plus vous regarder. Donc, Christophe m'a présenté. Dans les faits, je travaille à Montréal, mais je travaille beaucoup à l'extérieur du Québec, également beaucoup en Afrique. La deuxième partie de ma conférence, je vais vous dire un peu ce que je fais en ce moment. L'Afrique, c'est un continent où il y a beaucoup de développement d'infrastructures. Et de Montréal et de Québec, des avocats y travaillent beaucoup de plus en plus. Alors, ça peut vous intéresser. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis un praticien. Je ne suis pas un théoricien. J'ai beaucoup de respect pour les théoriciens. Mais moi, je vais essayer de vous présenter un peu mes défis, mes enjeux auxquels mon équipe fait face. Nous sommes une équipe de 8 avocats à Montréal et à Québec qui travaillons sur des dossiers canadiens, québécois, canadiens et internationaux. Alors, aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est. Je me suis rendu compte en venant ici, l'an passé, les 2 dernières années, je mettais beaucoup l'accent sur l'aspect réglementaire, ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je vais également vous parler un peu des outils d'un avocat en énergie, des outils contractuels, avec quoi on travaille, quels sont les défis, les enjeux qui nous occupent. Et avant de débuter, je voudrais savoir un peu de quelle origine sont les gens. Est-ce qu'on a des juristes? Je sais qu'il y a des gens d'autres facultés. Globalement, il y a combien de juristes si on lève notre main? Bon, quand même, une bonne majorité. OK. Et d'autres disciplines? Il y a d'autres disciplines qui sont? Économie. Voilà. Après, le droit, c'est l'économie, parce que dans le milieu d'énergie, nous, on vit beaucoup avec, c'est très multidisciplinaire. Je dirais le génie, l'économie et le droit. Et je vais vous dire aussi qu'il y a une certaine importance quant à la géopolitique, parce qu'en plus d'être avocat, je suis géographe, et c'est ce qui m'a amené à travailler à l'étranger. Et de plus en plus, et surtout dans le commerce de l'électricité, la géopolitique ou le commerce joue un rôle dans les régions, dans les pays. Je vais me présenter là-dessus. Donc, première section, je vais parler un peu le régime canadien, le régime américain, les grands principes là, qui sous-tendent le commerce de l'électricité. Ensuite, je vais parler de 4 exemples sur lesquels j'ai travaillé et vous donner des exemples en ce moment sur lesquels je travaille en ce moment dans certains pays d'Afrique, au Sénégal, en RDC, au Congo notamment, au Cameroun, et il y en a quelques-uns comme ça. Mais vous donner, au-delà de vous dire que c'est bien d'aller travailler, quels sont les enjeux spécifiques régionaux. Et vous allez voir que le développement de ces pays passe principalement par le commerce d'électricité. Quand on commerce, on se fait moins la guerre, c'est le principe. Alors, on le voit réellement en matière d'énergie. Et tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Mon objectif, c'est d'y aller tout d'un temps, 1h30, 2 heures, de ne pas faire de pause, et on échangera. Et ensuite, ça sera terminé. Si vous avez des questions, vous les posez par courriel. Donc, rien de plus. En électricité, ça prend des cartes. Ça prend des cartes, et quand on regarde l'Amérique du Nord, on ne peut pas regarder que le Québec. Il faut regarder le Québec et le Canada. Il faut regarder surtout l'Amérique du Nord parce que le marché de l'électricité est continental. Il est divisé en sous-régions.
c'est un premier contexte, donc, de voir que le Québec est une région électrique, un peu à l'image, et les parallèles parfois sont intéressants, du Texas. Québec-Texas, au niveau électrique, même contexte, même distinction par rapport au reste du continent. Alors, on a des atomes crochus avec les Texans. On va peut-être apprendre ça ce soir. Mais avant d'aller dans le détail de la réglementation, je voulais juste m'élever un peu sur au-delà de la réglementation, parce que je vais utiliser des termes ce soir, des outils réglementaires que nous utilisons. Je préfère vous les donner tout de go. En électricité, il y a deux façons d'intervenir. On débute par envisager un projet, participer à un appel d'offres, et ensuite, une fois qu'il y a une production d'électricité, comment on le commercialise, comment on le transporte, comment on le distribue. Comme avocat, nous, on intervient beaucoup en matière d'appel d'offres. Dans toutes les juridictions qui se respectent, qui ont un corpus, que ce soit dans les provinces ou les États, la plupart des nouveaux ouvrages électriques sont lancés par appel d'offres, donc appel d'offres par marché public. Et ça présuppose des conditions très détaillées en matière de sources. Est-ce que c'est de l'éolien? Est-ce que c'est de la biomasse? Est-ce que c'est du biogaz? Est-ce que c'est de l'hydroélectricité, du petit hydroélectrique ou du plus grand hydroélectrique? Quelle sera la durée? Quelle sera la source? Si on lance un appel d'offres au Québec, on veut de l'électricité, est-ce qu'on peut participer si on produit de l'électricité à Terre-Neuve, au Labrador, ou en Ontario? Alors, ces règles-là qu'on appelle en anglais procurement, marché public, c'est un domaine qui nous fait beaucoup travailler parce que les développeurs, qu'on appelle les producteurs, viennent souvent voir les avocats pour s'assurer que, évidemment, le respect est là. Donc, il y a, dès le départ, des équipes qui sont constituées de juristes, d'ingénieurs, de financiers, parce qu'un projet ne peut pas lever de terre s'il n'est pas bancable, finançable. Et moi qui avais un certain horreur avec le droit, des cours de droit bancaire, ben, je m'y suis obligé parce que c'est par là, par le financement des projets, que par tous les projets. Et que c'est vrai en énergie, c'est vrai dans les routes, dans les ponts, dans les hôpitaux. Si ça ne se finance pas, ça ne lève pas. Vous allez avoir les plus beaux projets, les plus belles installations, ça doit être finançable. Donc, rapidement, dans le cadre des appels d'offres, il y aura donc une participation des avocats. Bon, une fois qu'on envisage l'appel d'offres, qu'on comprend l'appel d'offres, on y participe, et une fois que l'on gagne, il y a une série de contrats qui reviennent constamment. Puis parfois, on me demande, ouais, mais tu travailles international dans d'autres pays. Pourtant, chaque avocat local a sa juridiction. En énergie, il y a une tendance à la standardisation des outils. Donc, un contrat de construction, EPC, PCM, engineer, design, management, construction, des contrats clés en main. Excusez-moi, je cherchais le terme. On a tendance, il y a une standardisation un peu plus focusée en énergie, un peu plus focusée dans les infrastructures routières. Et donc, ce qui nous permet d'intervenir souvent dans des projets un peu partout. Et à la marge, dans une juridiction A, B, C ou D, l'avocat local vient nous aider à s'assurer qu'on ne propose pas à l'égard d'une loi du pays et tout ça, mais c'est souvent marginal. Donc, le premier outil, c'est un contrat de construction. Et donc, un avocat qui travaille, une avocate qui travaille dans le secteur de l'énergie doit rapidement développer des concepts de construction, comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on doit, en face de nous, on a des constructeurs et donc des termes de construction, il faut les comprendre. Ça s'apprend sur le temps, ça s'apprend aussi par des cours. Il y a des cours très, très nichés en Amérique du Nord qui se donnent à chaque année sur EPC contract for lawyer et tout ça. Et donc, nous, on y participe activement. Donc, notre formation, elle est continue sur le tas, mais également on participe à des formations très, très pointues. Donc, je vous ai dit, premier outil contractuel, le contrat de construction, dans lequel il y aura ensuite le contrat de financement, de prêt. Un des grands donneurs d'ouvrages des bureaux d'avocats, ce sont les prêteurs, les banques. Que ce soit des banques privées ou des banques gouvernementales ou des banques multilatérales,
soit la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, avec qui on travaille beaucoup, la Banque asiatique, la Banque islamique, la Banque interaméricaine. Ce sont toutes des banques multilatérales qui ont été, il y a plusieurs années, fondées et financées par des pays donataires. Et avec le temps, elles ont cumulé des montants assez importants pour devenir un vrai joueur qui fait des vrais prêts ou des dons. Ce qu'on voit souvent dans les pays en voie de développement, les pays les plus mal pris, souvent reçoivent des dons. Donc, des dons de 100 millions de dollars pour lancer la construction d'une centrale, ou un pays qui est un peu plus avancé, ce sera un prêt concessionnel, un prêt donc à un taux d'intérêt de 1,5% sur 25 ans. Les 10 premières années, vous ne payez pas de capital pour l'intérêt. Donc, c'est des façons d'aider les pays en développement à se sortir de la difficulté économique. Donc, construction, contrat de financement, ils sont très importants, ils ont tendance à être très, très complexes. Alors, donc, il y a des avocats qui se spécialisent en construction ou en financement. Ensuite, il y a les équipements généraux dans une centrale électrique, que ce soit hydroélectrique, à gaz ou éolien, ou même solaire. Pas solaire, mais il n'y a pas de turbine, mais les contrats d'achat de turbines, c'est une autre spécialité en soi. Il y a quelques 3 semaines, j'étais chez un client, Vestas, en Oregon. Vestas, c'est un des plus grands producteurs mondiaux de turbines éoliennes. Et eux, je pense qu'ils occupent 20% du marché mondial. Et c'est une industrie absolument incroyable. Vous avez des tours maintenant de 150 mètres qui produisent 5 MW ou 10 MW. Maintenant, offshore, on voit de plus en plus. Je ne sais pas si un jour on va en voir au Québec. Mais donc, il y a des spécialités, il y a des sous-spécialités. Et les avocats vont là et se font former. Et souvent, ces turbiniers-là veulent avoir devant eux et elles des juristes qui comprennent leur métier. Donc, ça veut dire pour nous beaucoup de techniques, finalement, à apprendre. Et enfin, les deux derniers contrats importants, c'est les contrats de vente d'électricité, qu'on appelle en anglais souvent PPA, Power Purchase Agreement, dans lequel un producteur d'électricité donc s'oblige sur 25-30 ans à vendre l'électricité et un acheteur s'oblige à l'acheter selon toutes les conditions. Et s'il ne le prend pas, il paie des pénalités. Vous avez sans doute déjà vu ça un peu, mais c'est un contrat un peu incontournable, mais qui est assez quand même maintenant standardisé, mais il faut connaître un peu comment ça fonctionne. Et enfin, on a beau vouloir produire l'électricité, la vendre à un acheteur, mais encore faut-il la transporter. Le transport de l'électricité est éminemment hyper réglementé parce que, et je vais y venir tout à l'heure, le transport d'électricité a donné lieu à beaucoup de gestes anticoncurrentiels, discriminatoires, parce que des États, des pays, des provinces disaient oui, mais chez nous, au Québec, c'est au Québec, et toi, tu es au Nouveau-Brunswick, et tu peux vendre en Ontario, désolé, il n'y a pas d'espace sur les lignes de transport, et même chose aux États-Unis. Alors maintenant, il y a des règles très strictes de commerce, de transport d'électricité, mais encore là, il y a encore toujours des litiges maintenant devant la Régie de l'énergie. Moi, j'en ai fait beaucoup. Et d'autres apparaissent parce que sous des couverts parfois techniques, un opérateur va dire ah, problème technique, mais en même temps, tu sais qu'en faisant ça, il aide à la compétition ou il aide à un de ses affiliés à vendre de l'énergie alors qu'il empêche un autre d'en vendre. Alors donc, c'est une petite mise en contexte deux choses à retenir. Les cartes, les juridictions sont importantes, mais également les outils dont je viens de vous parler. Alors aux États-Unis, donc, je passe rapidement, il y a quand même deux joueurs importants que l'on suit, nous, au Québec, parce que ça a une influence. L'Agence américaine de réglementation en matière d'énergie, la FERC, la Federal Energy Regulatory Commission, qui, elle, réglemente tout le marché de l'énergie interétatique. Et c'est un peu, je dirais que quand la FERC tous, bon, le Québec est malade et tout ça, parce que le Québec dépend du commerce d'électricité et toutes les décisions de la FERC que la FERC rend finissent toujours par avoir un impact au Canada, dans les provinces et notamment au Québec. Mais comme
on va le voir au Canada, la juridiction sur le transport d'électricité, c'est provincial. Donc, c'est la Régie de l'énergie qui assure la réglementation, on va le voir tout à l'heure. Donc, pour le commerce interétatique, et je vais y revenir à une décision importante, c'est la FERC. La NERC, c'est donc une agence qui vient, jusqu'à il y a quelques années, la fiabilité, c'est une question vraiment volontaire. Les sociétés publiques d'électricité disaient, voilà, on s'entend entre nous pour s'assurer que la fiabilité est bonne, qu'il y a 2 heures par année d'interruption, c'est un maximum et tout ça, jusqu'au fameux blackout de 2003 aux États-Unis, 2008, où 50 millions de personnes étaient dans le noir pendant près de 48 heures, beaucoup au Canada, tout sauf le Québec. Parce qu'on avait des interconnexions et des spécifications techniques qui empêchaient, chez nous, au Québec, le déclenchement de circuits. Et tout ça causé par un manque d'entretien dans la coupe des arbres en Ohio. Et depuis ce temps-là, donc, le Congrès américain et les provinces canadiennes et l'Assemblée nationale au Québec ont cru bon, et maintenant c'est le cas, ont adopté des lois qui permettent aux autorités réglementaires d'adopter des normes de fiabilité hyper techniques, hyper complexes, mais qui est maintenant un nouveau royaume pour les juristes, parce que on vient encore là dire ben, la norme CIP sur la communication par Internet, évidemment il y a le cyberterrorisme, c'est très complexe. Je vous invite, si vous avez du temps, à perdre ou à gagner, aller sur le site de la Régie de l'énergie. Ces normes-là sont disponibles en français et en anglais. Mais c'est hyper détaillé, mais c'est un autre secteur d'intérêt. Mais je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on regarde quand on veut faire du commerce d'électricité à partir du Québec? Il y a une décision que je vous invite à lire, surtout parce que j'aime toujours la citer, parce qu'elle commence par une référence historique. Premièrement, cette décision-là et ce paragraphe-là a été rédigé par le juge en chef. À l'époque, il ne l'était pas, mais maintenant, c'est le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, le juge Roberts, qui, quand il était à la Cour d'appel à 9e circuit à Washington, avait eu à se pencher sur une décision qu'avait rendue la FERC, l'Agence de réglementation américaine, sur le débat suivant. La FERC venait d'adopter une série de réglementations, dans 1188, sur comment on va réglementer le transport d'électricité aux États-Unis et les règles à suivre, parce qu'avant ça, c'était le chaos. En 1996, la FERC prend une décision, elle organise le marché. Et une des premières questions qui se pose, c'est oui, mais OK, mais pour une compagnie canadienne qui fait du commerce aux États-Unis, comment la FERC va-t-elle la réglementer? Comment ça se pose? Quels sont les critères et tout ça? Donc, le juge commence sa décision, la Cour d'appel, en faisant référence avec la Ville de Québec. En disant, donc, on n'a pas assez proche, mais les Américains, le plan de Benedict Arnold de Capitule Québec n'a pas marché en 1776. Alors, c'est pour ça que la FERC n'a pas de juridiction au Canada. Alors, c'est une histoire courte. It was a close thing, but Benedict Arnold's bold plan to capture Canada for the Revolution fell short at the Battle of Quebec in early 1976. Pour ceux qui font l'histoire, je ne sais pas si vous saviez qu'on a failli être américain cette année-là. Ça passait proche, mais on ne l'est pas. Alors, as a result, la FERC must now decide when affiliates of Canadian Utilities, dans ce cas-là, donc, c'est une compagnie ontarienne qui avait une compagnie affiliée aux États-Unis. On dit Utilities not subject to FERC jurisdiction, évidemment. Quand on est Canadien, et la FERC n'a pas de juridiction sur l'Hydro-Québec ou ici au Québec. Elle a juridiction sur une filiale de Québec aux États-Unis, etc. Donc, the FERC must now decide when affiliates of Canadian utilities not subject to FERC jurisdiction, may sell power at market-based rates in the U.S. Market-based rates, dans le fait, c'est l'autorisation, le saut que donne la FERC en disant, toi, au Québec, US ou Ontario Energy, filiale américaine, tu peux avoir le permis de vendre partout aux États-Unis, c'est très lucratif, mais tu dois suivre des règles. Quelles sont ces règles?
Et on dit, in a purely domestic case, FERC requires an applicant for, bon, to show, alors, qu'est-ce que doit montrer une filiale américaine d'Hydro-Québec, évidemment, que la production et le transport d'électricité font en sorte qu'il n'y a pas de barrières qui sont érigées dans la juridiction, par exemple au Québec. An applicant with An applicant with a transmission owing affiliate must show that the affiliate has filed an open access non-discriminatory tariff for transmission service. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans ce cas-là, quand Hydro-Québec applique aux États-Unis pour avoir le permis de vendre, elle devait démontrer qu'au Québec, quiconque voulait commercer de l'électricité à travers le Québec, ou idem en Ontario, ou idem en Colombie-Britannique, permettait l'accès à son réseau de manière non discriminatoire par le biais d'un tarif écrit, et non pas que ce soit de la magie noire, on ne sait pas pourquoi c'est ce qui se passe, là, mais un vrai tarif écrit et tout ça. C'est ce qui a amené la création de la Régie de l'énergie. Parce que jusqu'à cette époque-là, il n'y avait pas de règles d'accès et Hydro-Québec bloquait, Hydro-Québec, mais je dis l'Ontario, la Colombie-Britannique, bloquait qui elle voulait sur son territoire, qui voulait passer à travers le Québec pour aller vers un marché, était bloqué. Alors ça c'est le début de l'ouverture des marchés, des marchés au Canada, conséquence de ce qui s'est passé aux États-Unis. Je vous invite à la lire. D'ailleurs, j'ai communiqué la présentation à Christophe et vous pourrez. Et là, on donne les détails. Évidemment, donc, tout ne doit pas être pareil. On ne dit pas qu'au Canada, ça doit être une copie carbone des textes tarifaires américains, mais ça doit être comparable. Ça doit être non discriminatoire. Et donc, de fil en aiguille, le Québec a adopté ses règles de transport d'électricité. Et les premières, donc, le tout est entré en vigueur en 1998, mais la Régie a pris, la juridiction de manière concrète, réelle, en début 2001. Et depuis ces années-là, Énergie Nouveau-Brunswick, Brookfield, qui veut vendre l'électricité aux États-Unis ou en Ontario, doit, par un système de réservation électronique, dire, bon, OK, moi, je suis prêt à acheter pour 5 ans de transport ferme, 24 heures sur 24, je vais payer le prix qui est décidé par la Régie, qui varie d'année en année selon les coûts réels, parce que les tarifs sont ouverts et sont calculés annuellement. Et donc, je réserve et c'est premier servi. Et on va voir que là, si vous réservez du transport pour 5 ans, 10 ans, là, c'est des centaines de millions de dollars. Il faut être fait fort pour une compagnie de dire, OK, je réserve pendant 50 ans, j'achète du transport, et donc j'allonge 50, 60, 75 millions de dollars. Il faut s'assurer, quand on fait ça, qu'on a un acheteur au bout qui a acheté, via un contrat, un PPA, un contrat d'achat d'électricité, a accepté de se lier pour une durée similaire. Donc, c'est un marché pas facile, sophistiqué, mais qui fait travailler beaucoup de monde. Et là, on donne l'exemple dans ce cas-là, c'est une décision ontarienne où une compagnie du Michigan alléguait que la filiale ontarienne qui exportait de l'électricité au Michigan ne respectait pas les principes de la FERC parce qu'elle n'avait pas un tarif similaire, pareil. Et la FERC a dit non, c'est pas parce que c'est pas pareil. On a étudié globalement, ça fait le travail, c'est raisonnable. Et en conséquence, l'autorisation donnée à la filiale ontarienne de vendre l'électricité aux États-Unis était maintenue. Et donc, la plainte américaine de la compagnie du Michigan était rejetée. Donc, rappel, FERC, donc, ce sont les normes de participation du marché de l'électricité aux États-Unis. Au Canada, donc, vous connaissez les règles constitutionnelles. Ce sont les provinces qui définissent les règles en matière de production d'électricité, de transport. Sous réserve, on parle de l'ONEP, le transport interprovincial. Au Québec, c'est la Régie de l'énergie. Et le gouvernement, parce que le gouvernement, bien qu'il dise qu'il a confié à la Régie de mon pouvoir, a quand même gardé quelques leviers importants. Je dirais que ce n'est pas le seul gouvernement à le faire. Ils le font dans toutes les juridictions, parce que pour chacune des juridictions,
qu'on soit une province, un pays, l'énergie, c'est clé. Il n'y a personne, il n'y a aucune juridiction qui accepte de s'attacher, de se lier les mains. Elles ont tous une flexibilité certaine. La NERC, je l'ai mentionné, c'est les règles de fiabilité. Et j'ai même les liens, là, mais je n'irai pas sur ce lien-là, des décisions de la régie. Bon. L'Office national de l'énergie au Canada, donc en matière d'électricité, a quand même un plus petit terrain à couvrir qu'en matière de pipeline, notamment, si vous suivez les débats. Donc, l'ONA, elle fait peu de choses en matière d'électricité, parce qu'elle n'a compétence que sur le commerce interprovincial et sur les permis pour exporter à l'international. Alors, quand vous êtes sur le site de l'ONA, vous tapez électricité, vous allez voir les permis qu'Hydro-Québec obtient de temps en temps. Toutes les sociétés qui exportent, les permis sont obtenus aux 4 ou 5 ans, ils sont renouvelés. Il n'y a plus grand débat à l'ONA en matière d'électricité. Il y en a eu jadis, dans les années 90. À l'époque, Hydro-Québec voulait construire la Grande Baleine et vous avez eu maille à partir avec les cris. Et la question, c'était est-ce que l'évaluation environnementale fédérale, l'ONA avait juridiction, tout ça, finalement, depuis cette décision-là, la juridiction est assez claire. L'ONA s'occupe des questions d'exportation, transport interprovincial, et c'est à peu près ça. Mais là, il n'est pas impossible que la loi soit modifiée à nouveau, parce qu'avec le nouveau gouvernement, on va peut-être changer un peu la donne. Je reviens sur donc, dans le texte des tarifs d'Hydro-Québec, qu'a adopté la Régie de l'énergie, mais au début, c'était littéralement une traduction de ce que la FERC avait fait aux États-Unis, qu'on a francisé, qu'on a québécisé, qu'on a particularisé. Mais l'idée, c'est, dans l'article, un article du Condition des tarifs, c'est 200 pages de texte. Donc, l'article 6, le client du système de transport qui reçoit un service, donc au Québec, un client qui achète, disons, je suis un producteur hydroélectrique au Lac-Saint-Jean, je veux exporter dans le Maine, je peux le faire, mais je dois acheter du transport d'électricité. Ou plutôt, je suis en Ontario, donc je vais recevoir un service de transport, mais ce faisant, je conviens de fournir un service de transport comparable si moi, j'ai des affiliés dans d'autres territoires qui offrent du transport. Bref, la réciprocité doit être donnée. Un terre-neuvien qui achète du transport au Québec pour aller dans le New York doit permettre à un Québécois qui veut vendre de l'électricité à l'île de Terre-Neuve et passe par le Labrador et bientôt par le lien sous-marin qui va jusqu'à la pointe de Terre-Neuve. Donc, la réciprocité. Donc, c'est ça. Et ça, c'est un principe clé que maintenant tous respectent. Donc, on va t'offrir le tarif de transport que tu veux en autant que tu nous l'offres aux compagnies qui émanent, qui sont présentes sur ton territoire. Je ne sais pas si c'est clair jusqu'à maintenant. Vous m'arrêtez si ça manque de clarté. Quelques contraintes au Canada où, bon, ceci dit, exporter de l'électricité, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'argent à faire, il y a beaucoup d'argent à perdre aussi. Un de mes collègues qui travaillait avec moi pendant 50 ans chez Pascal Martineau, avant de venir chez Pascal, il était trader en électricité aux États-Unis pendant 8 ans de temps. Donc, il y a des fortunes colossales qui se font, mais il y a des pertes d'argent colossales qui se font parce que le marché de l'électricité est tellement important. Quand il fait 38 degrés Celsius à New York, il y a des centrales, en mois de juillet, il y a des centrales qui sont fermées, des centrales thermiques, le prix du pétrole est élevé, il y a de l'argent là, incroyable qui circule. Mais parfois, c'est l'inverse. À l'époque, en ce moment, on est dans une période où le prix du gaz est très, très bas, gaz naturel, et les prix de l'électricité sont dépréciés. Donc, là, ça a un impact différent. Donc, c'est ça pour vous dire qu'il y a toute une faune et un monde devant nous. Moi, je suis avocat qui travaille avec les développeurs, avec les consommateurs commerciaux industriels, mais il y en a aussi qui sont dans le commerce d'électricité comme trader. C'est d'un autre monde que je connais peu, mais je vous dis que ça existe. Donc, je vais parler des tarifs et conditions de transport d'Hydro-Québec.
Donc, dans chacune, vous avez la même chose au Nouveau-Brunswick. En Ontario, ce sont des règles différentes, mais elles respectent toutes le même principe. Même chose en Colombie-Britannique. Il y a une loi donc sur l'exportation de l'électricité au Québec, qu'on va regarder dans 2 minutes. Et il y a des conditions propres aux autres juridictions en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Je veux juste regarder avec vous, toujours mis sur la loi après, une carte simplement des centrales d'Hydro-Québec. Simplement, vous voyez, ici, ce sont des interconnexions. Donc, c'est là où les réseaux communiquent entre eux. C'est un réseau assez développé. Et donc, tous ces passages-là, donc, ce sont des autoroutes. Et maintenant, donc, si on veut y passer, c'est un réseau à péage. Il faut payer. Que ce soit, parlons un peu d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, aujourd'hui, comme vous la connaissez, c'est une seule entité juridique, mais elle est divisée en 4 unités fonctionnelles séparées. Donc, Hydro-Québec Équipement qui construit les barrages, disons. Hydro-Québec Production qui commercialise le commerce de l'électricité, qui produit, qui commercialise. Hydro-Québec Transport qui transporte. Et Hydro-Québec Distribution qui vous envoie votre compte d'électricité à la maison. Et derrière chez vous, le petit poteau électrique et le distributeur 25-44 kV moins. Donc, c'est l'électricité livrée aux consommateurs résidentiels, au commerce ou à l'industrie. Mais donc, en vertu des nouvelles règles du commerce de l'électricité, de la FER qui est maintenant au Québec, Hydro-Québec Production et Hydro-Québec Transport sont comme deux compagnies séparées. Hydro-Québec Production, elle ne peut pas parler à son ami de Hydro-Québec Transport comme ça, elle doit acheter du transport, elle doit être à distance, elle doit démontrer que, et ça crée de nombreux litiges, parce que les Terre-Neuviens, les Ontariens, se disent que oui, au Québec, ils se parlent entre eux, puis donc ils donnent l'information, mais il y a des codes d'éthique à respecter, et il y a des pénalités très importantes, il y a des sanctions qui peuvent en découler si les règles de non-discrimination, parce que l'idée c'est ça, jusqu'à il n'y a pas longtemps, Hydro-Québec, la tendance naturelle d'Hydro-Québec, de dire on va permettre à la production d'écouler son énergie en Ontario, sur les marchés, puis on va bloquer ceux qui veulent passer de l'Ontario, de Terre-Neuve et tout ça. Et c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est un jeu de réservation en temps réel. Le système Oasis, vous allez sur le site, on réserve et vous voyez en temps réel ce qui se passe. Mais donc, une production doit respecter les règles du jeu. Sur cette carte-là, vous avez un exemple des chemins. C'est un peu la même carte, mais avec les capacités en mégawatts. Des lignes de transport d'électricité, elles ont des capacités thermiques limitées. Donc, c'est comme une autoroute à 2 voies, à 3 voies. Ça peut contenir une capacité de 700 ou de 1000 mégawatts. Et quand on réserve sur une ligne de 700 MW et il y a de la demande pour 1400 MW, il y a une série de règles particulières qui font en sorte que, prenons l'exemple d'une société à Terre-Neuve, Labrador, qui veut exporter à New York, elle veut exporter 1000 MW, mais sur la ligne où elle veut passer, il y a déjà des réservations pour 25 ans de 800 MW. Et elle en veut 1000 de plus, la ligne est de 1000. Alors là, Hydro-Québec Transport est obligé de dire, écoutez, j'ai regardé votre demande, c'est intéressant, mais il manque 800 MW. Je vais faire l'étude, je dois faire l'étude, je n'ai même pas la discrétion, moi, à acheter, je dois faire l'étude pour vous dire que si je veux vous servir, je devrais ajouter un pylône additionnel, plusieurs câbles sur 500 km, et la facture sera 3 milliards de dollars. Alors, c'est littéralement des études d'ingénierie qui sont faites comme ça. Et là, le client qui voit ça dit, d'accord, je suis prêt à le payer parce que je vais le payer, mais je sais que je vais me payer avec l'acheteur d'électricité. Sauf que moi, j'ai vécu un litige comme ça, avec le même exemple, là, donc Terre-Neuve qui voulait faire le transport dans le Québec. Et au Québec dit oui, pas de problème. Nous, on est très ouverts. Sauf que les ajouts au réseau, c'est 3,5 milliards de dollars. Terre-Neuve dit, non, c'est pas 3,5, je pense, c'est plutôt 1,5 à 2 milliards. Il y a un litige à la régie, etc., qui sont en cours supérieur. Il y en a beaucoup de litiges comme ça.
parce que on peut avoir des règles très explicites, mais parfois c'est très technique. Et évidemment, ce n'est pas facile pour, par exemple, une société non québécoise pour faire une plainte contre Hydro-Québec devant la Régie de l'énergie. Et c'est la même chose dans d'autres juridictions, entendez-moi bien. Donc, faire une plainte contre Hydro-Québec devant la Régie de l'énergie, qui voit ses régisseurs, ses commissaires qui sont nommés par le gouvernement du Québec, lui-même actionnaire d'Hydro-Québec. Alors, puis c'est toujours une limite, tu sais, ce sont des tribunaux administratifs, il y a toujours une limite, hein, ce ne sont pas des gens nommés à vie, comme les cours supérieurs. Et ça, nos clients, parfois, hors Québec, sont renversés de ça, mais en même temps, ils reconnaissent que même dans leur province, c'est la même chose. Alors, il y a un peu. Mais tous doivent jouer le jeu. Et quand on accepte de jouer le jeu, on joue et on essaie de convaincre quand même les décideurs. Je reviens donc sur la loi sur l'exportation de l'électricité, loi québécoise, qui n'est pas connue, on n'en parle pas souvent, mais c'est une loi de 6 articles. Pendant, on dit tout bail, vente ou concession de forces hydrauliques qui appartiennent au Québec, dans lesquelles il a des droits de propriété, doit contenir une clause prohibant l'exportation de l'électricité hors du Québec. Donc, on pose le principe, puis et dans tous les pays du monde, il y a une loi à peu près similaire. Il dit, bon, les forces hydrauliques qui appartiennent au Québec à l'État. Donc, c'est émanant de l'État. Donc, ça appartient au domaine public. Et on doit, dans tout bail, mettre une clause comme quoi on empêche l'exportation. On va voir plus loin qu'on peut déroger, mais on pose le principe. Parce que si on remonte à l'histoire, peut-être vous avez vu ça avec Christophe, l'histoire à l'époque des trosses d'électricité et tout ça, là, les gens voulaient éviter que la ressource soit pillée et exportée comme ça, simplement. Même chose également, là on voit que la loi s'est modernisée, article 2. Tout contrat, permis de concession, autorisant l'installation de passage de lignes de transmission, transport, ou l'implantation d'un parc éolien sur le domaine de l'État. Alors donc, quand on dit l'État de la couronne, si vous êtes propriétaire de, je sais pas, 100 hectares d'une belle forêt ou de plaine en Beauce, c'est purement privé, vous n'avez pas de problème avec cet article-là, l'article 2. Mais si vous voulez implanter un parc éolien sur des terrains de la couronne non attribués, ben, vous ne pourrez pas exporter sans avoir l'autorisation du gouvernement du Québec. Ben, on va mettre une clause prohibant l'exportation, mais à l'article, mais on dit là, malgré les articles 1 et 2, le gouvernement peut, aux conditions et dans les cas qu'il détermine, autoriser tout contrat d'exportation d'électricité hors du Québec. Et 6.1, tout contrat d'exportation par hydro doit être soumis à l'autorisation du gouvernement dans les cas. Donc, Hydro-Québec, quand elle veut exporter, elle va toujours avoir quand même une autorisation, un décret, tout cela pour permettre la plus grande transparence quand vient le temps d'exporter l'électricité. Hydro-Québec, ça va bien, mais quand vous êtes un producteur privé, c'est une barrière additionnelle à quiconque veut vendre de l'électricité hors Québec. Et donc, ce qui fait en sorte que c'est très difficile pour un producteur privé de vendre de l'électricité au Québec. On peut le faire, mais peu le font. Et souvent, on est un peu limité à vendre à Hydro-Québec à leur prix. Et donc, ça réduit la force de, la compétition. Et bien évidemment, du point de vue Hydro-Québec, ils sont contents, ils achètent à vil prix, ils en vendent à un prix plus élevé, ce qui bénéficie peut-être à l'actionnaire, le gouvernement du Québec, et en conséquence aux citoyens. Mais d'autre côté, les producteurs ont plus de difficultés. En ce moment, vous avez vu tout à l'heure la carte, je vous parlais, il y avait des interconnexions. Il y a 3 projets en ce moment assez importants de nouvelles interconnexions et de nouvelles lignes. Et ça, c'est pas d'attente. Croyez-moi, vous entendez beaucoup parler de projets TransCanada, dans cette ligne. Mettre une ligne d'un pylône dans les montagnes blanches en New Hampshire, ça ne passe pas non plus. Ni au Vermont, ni. Alors, il y a 3 projets en ce moment qui relieraient Québec, New Hampshire, Québec, Vermont, Québec, New York. 2 de ces projets-là, notamment, c'est
de passer à partir du Québec, Champlain-Québec, sous le lac Champlain. Donc, des câbles de transport sous l'eau, au fond de l'eau. Ça se fait, la technologie, elle est là. Et ça, donc sous le lac Champlain, sous le son jusqu'à Lyon. C'est quand même intéressant. Et il y a des gens qui, quand ils ont déposé ça, les gens se moquaient d'eux, mais c'est un projet qui est en train de prendre une certaine traction, comme on dit, là. Et je ne sais pas si ça va être accepté parce que c'est pas évident. Il y a plein de lobbies contre ça, mais je vous invite. Les liens sont là, donc, à aller sur les sites que je vous ai mis. Mais par exemple, Norton Pass, ça, c'est un projet, là, quand on va dans ces États-là, là, au Québec, c'est parce que l'Antéchrist, bref, pour eux, c'est comme, ils vont ruiner nos paysages, nous étant les Américains. Alors, à chacun son débat, ils ne sont pas dans ma cour. Hein. Donc ici, il y a Canada-Est, là-bas, il y a ça. Alors, c'est à suivre. Quelques points, donc, dans le lien sur le tarif, il est là. Donc, quand on réserve, quand on achète du transport d'électricité, qu'on s'appelle Hydro-Québec Production, qu'on s'appelle Ontario Hydro, ou Newfoundland Labrador Hydro, ou Énergie Nouveau-Brunswick, il faut dire, moi, je vais réserver du transport pour 1 an, pour 1 heure, ou pour 30 ans. Donc, je dois le dire, premier arrivé, premier servi. Je dois signer une convention de service, je dois signer un contrat, je m'oblige. Et là, c'est ça. Donc, pour les ajouts au réseau, je suis prêt à payer ma part de coût parce que le réseau d'HQT ne répond pas à la demande jusqu'à un certain point. Alors, c'est très, très coûteux. Et c'est pour ça qu'au NetNet, il y a peu de nouveaux projets de ligne de transport. Quand ce n'est pas l'acceptabilité sociale, c'est une question de coût. Donc, c'est rare ces années-ci que nous avons une conjonction d'une acceptabilité sociale, de coûts acceptables et d'un acheteur qui veut le faire au moment où l'électricité est un prix. Donc, la conjonction des éléments est difficile. Et donc, c'est dans quelques articles qui. Donc, Hydro-Québec ne peut pas dire. Hydro-Québec, parce qu'on parle de Québec, en Ontario, le transporteur ne peut pas dire je juge qu'environ, il y a ça capacité. Il y a toute une mécanique mathématique de calcul qui est fait pour savoir, OK, le tuyau, il permet, ou le câble, il permet 1000 MW. Il y en a 850. Et est-ce qu'il y en a vraiment 150 selon la capacité thermique et tout ça? Alors, ce sont des calculs qui sont faits par les ingénieurs. Mais tout cela apparaît donc dans l'appendice C de l'OATT, signifie Open Access Transmission Tariff, le tarif de transport pour l'accès ouvert. C'est la logique. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'article. Lorsqu'on dépose une demande et que Hydro-Québec Transport vous dit, a priori, il manque d'espace, on est saturé. Il y a toute une mécanique d'études qui s'enclenche et des études d'impact. Et si on est content, on paie. Si on n'est pas content, on ne paie pas, on ne le fait pas ou on se plaint et on va devant les tribunaux. On peut acheter du transport pour 25 ans, mais je peux décider finalement que je peux vous vendre mon contrat de transport d'électricité pendant 25 ans, si vous êtes prêt à l'acheter. Donc, sur le conso, on peut le faire, ça aussi. Il y a certaines niveaux. Dans la vraie vie, là, c'est des tarifs que vous voyez là qui sont calculés annuellement suite à des audiences à la Régie d'énergie. Alors, à tous les mois de novembre et tous les mois de décembre, il y a quelques jours, la Régie de l'énergie a rendu ses décisions. La Sainte-Page, je ne sais pas si vous avez vu, le tarif va augmenter de 0,7 bon, derrière ça, il y a 6 semaines d'audience avec les avocats des environnementaux, les avocats des associations de consommateurs résidentiels, commerciaux, industriels, au Québec. Parce qu'au Québec dit, moi, pour arriver à un tarif de transport ici, ou un tarif de distribution, mon coût pour rendre le service de transport, c'est 8,5 milliards de dollars. C'était ça l'année passée, j'avais un tarif, et là, les coûts de matières premières ont augmenté, les coûts de cela, il manque 200 millions.
Et compte tenu de l'utilisation, j'ai besoin de 0,73 $ le kilowatt-heure, ou 0,7 cents. Et c'est vraiment basé sur le coût de service. Bref, le coût de service, il y a, suite à de nombreuses études économiques, démographiques, la croissance, l'inflation, on arrive à dériver un tarif. Et ça, c'est une autre portion du travail des avocats qui sont à la régie. Donc, ce tarif-là, il est calculé, il vient d'être calculé. Bon, quelqu'un qui va acheter de l'annuel ferme va payer ces montants. Ça vaut la peine d'aller voir le site de la régie et de lire une décision tarifaire en matière de distribution d'électricité et de transport. Vous voyez vraiment là, comment tout cela est calculé, les enjeux. Non seulement, il y a des coûts, mais derrière ça, il y a, pendant 2 ans, le dernier dossier de la région, on a parlé beaucoup du déversement de pétrole aux îles de la Madeleine. Pourquoi on parle de ça dans le dossier de la régie? Parce qu'à cause de ça, il y avait des coûts importants qui n'étaient pas prévus. La question, c'est de savoir qui allait les supporter. Les consommateurs ou l'actionnaire, c'est-à-dire au Québec, c'est-à-dire le gouvernement du Québec, mais pas. Donc, quand on dit les consommateurs, c'est nous tous, dans nos tarifs, ou bien c'est l'actionnaire dans un rendement moins important qu'on va trouver. C'est souvent des débats qu'on a à la régie de l'énergie. Bon, et là, je donne un peu des exemples au Nouveau-Brunswick en Ontario pour aller voir les sites. Le mot-clé quand on veut exporter, il faut. C'est difficile de faire des ententes à long terme parce que sur 25 ans, vous pouvez dériver un prix moyen, mais pour ça, il va y avoir des crises, des hauts, des bas. Donc, c'est pas facile de bâtir un projet de but en blanc et de dire qu'on va avoir un acheteur pour 25 ans, surtout hors du pays, donc à l'exportation. Mais la clé, c'est d'être économique. Donc, que vous voulez vendre de l'électricité pendant 1 heure ou une journée, en juillet, vous voyez que le marché est bon, vous allez vendre, mais il y a d'autres moments où vous ne pourrez pas vendre parce que vous ne serez pas économique. Alors là, qu'est-ce que vous faites avec votre énergie? C'est pas simple. Ça appelle beaucoup de planification et ça va au-delà des avocats. Alors, ça, c'est une première donc, section que je voulais donc discuter avec vous sur les enjeux auxquels on fait face, un peu donc les outils de travail contractuels, mais utilisés dans le commerce d'électricité à travers un secteur qui est assez réglementé, donc qui émane des États-Unis, qui existe au Québec et qui nous fait travailler. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, on va en prendre quelques-unes à ce moment-ci. Sinon, je vais embarquer dans ce qui m'occupe beaucoup, mes pérégrinations africaines, mes projets qui m'occupent. Moi, j'ai une question. Oui. Ma question porte sur les projets que vous avez parlé, là, les projets. Est-ce que les projets d'interconnexion entre les deux pays, est-ce que ces projets-là sont en cours ou encore c'est juste ils ne sont pas en construction, ils ont été expliqués, les demandes ont été déposées devant les autorités réglementaires pour approbation, et bon, certains sont plus avancés que d'autres, mais certains sont au stade de l'acceptabilité sociale. Alors, en allant voir sur les liens que je vous ai donnés, vous pourrez aller voir l'état. Mais aucun n'est à ma connaissance, aucun n'est en construction et aucun, en ce moment, n'a eu l'approbation finale. Ok, mais donc, est-ce que pensez-vous, selon vous, ces projets vont se réaliser? Écoutez, là, ça fait presque 2 décennies qu'il n'y a pas eu de nouvelle interconnexion. Et là, on est post-conférence 21 de Paris. On peut penser que pas tous les projets vont réussir, mais je pense que on est peut-être mûr pour qu'il y en ait un qui réussisse. Ça fait tellement longtemps qu'ils ont dû s'échouer. Maintenant, il y a une limite. Il y a une limite parce qu'en même temps, il y a eu la crise de 2008 qui a complètement fait s'écrouler la demande d'électricité. Donc, la demande industrielle. Donc, on était en 2008 en croissance et 2008, la crise américaine, que c'est pas au Canada, a vu la demande en électricité
s'écraser. Et là, on reprend. Et je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui, en 2016, si on a repris 2008, mais ça nuit au tempo. Mais quand même, là, je ne suis pas économiste, mais la reprise américaine fait en sorte que là, on voit venir, en même temps au Québec, on est en surplus d'ici 2022, 21-22. À terme, quand même, dans les grands ensembles, je pense qu'on n'aura pas le choix. Romaine entre en service 1, 2, 3, 4 bientôt. Les Américains en veulent de l'électricité propre. Mais en même temps, le gaz étant tellement peu cher, ils ont construit tellement de centrales thermiques au gaz. En ce moment, bon, ça varie selon les périodes. Quand le prix du gaz était le triple de ce qu'il est actuellement, c'était la folie furieuse. Et au Québec faisait beaucoup de profit d'ailleurs. Là, mais ceci étant dit, je ne suis pas devin, mais ces 3 projets-là m'apparaissent sérieux. Peut-être un sur 3 peut-être pourrait se réaliser. On s'en parle dans un an ou 2. Oui. Vous avez mentionné que les petits producteurs privés demandent de l'électricité à des prix pour l'électricité au Québec, mais est-ce qu'ils ne sont pas en concurrence avec les autres productions? Comment ça, malgré les appels d'offres, les prix sont si bas? OK. Je vais votre question faire un aparté. Donc, les producteurs privés, si on regarde dans l'histoire, en 91, le gouvernement du Québec a lancé un appel d'offres qu'on appelle APA 91, où là, il y a eu plein de petits producteurs qui ont développé des projets suite à des appels d'offres. Et donc, ils ont eu des contrats pour 25 ans à, je dirais, 4,5 cents de kilowattheure. Et celui qui achetait, c'est Hydro-Québec. Ces contrats-là sont arrivés à terme, ces années-ci, les contrats de 25 ans. Et dans le contrat d'électricité, il y avait une clause qui disait bon, à la fin du terme, ces contrats-là seront renouvelés au choix du développeur. Et là, il y avait une ambiguïté dans la clause à quel prix. Et tout cela est en arbitrage en ce moment. Moi, je représente des producteurs en ce moment, contre au Québec. Et parce qu'on ne s'entend pas sur l'interprétation donnée à la clause, est-ce que le prix est à la discrétion de Québec à la fin du terme, ou c'est plutôt, on renouvelle le contrat, bien sûr, mais là, on est rendu, parce que 25 ans plus tard, 4,5 cents, avec l'inflation, l'indice, on était rendu peut-être à 7 ou 8 cents. Donc, Québec dit, ouais, mais 7 ou 8 cents aujourd'hui, là, le prix du marché aujourd'hui, à cause du gaz, 4,5 cents. Alors, les producteurs privés, aujourd'hui, se font offrir par HQ en disant, je vais te renouveler ton contrat 25 ans, pas de problème. D'ailleurs, je suis obligé. Mais ce n'est pas 8 cents, c'est 4,5 cents. Donc, il y a ce débat-là en ce moment de ces producteurs privés-là, que certains disent qu'ils font pitié, d'autres ils ne font pas pitié du tout. Ça dépend de quel angle on a. Puis il y a aussi les producteurs privés qui participent, et là je vous parle de ceux qui transigent avec le Québec Production. Il y a ceux aussi qui participent à des appels d'offres avec le Québec Distribution, notamment tout l'éolien qui s'est fait en Gaspésie, ou jusqu'à tout récemment. Donc, les développeurs des parcs éoliens à la Beauce, en Gaspésie, participent à un appel d'offres. Et quelques appels d'offres, c'était le meilleur prix l'emporte. D'autres, c'était on offre le prix à 12 cents et l'acheteur est d'Hydro-Québec Distribution. Donc, il n'y a pas de. Comment dire? C'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile pour un développeur de vendre l'électricité. Parce qu'on a soit devant nous Hydro-Québec Production qui est un mastodonte de 800 livres qui vous tient par les orteils. Et autrement, vous avez Hydro-Québec Distribution, attention à une peine d'appel d'offres, mais c'est hyper compétitif et c'est des contrats de 25 ans. Alors, là, votre question, donc, ceci étant dit, votre question c'était. Pourquoi est-ce que les prix sont si bas? Est-ce que c'est parce que OK, les si bas, d'accord. de produire vraiment très bas, donc ils passent. Alors, voilà, en ce moment, les prix sont bas parce que le marché américain, notamment à cause du gaz de schiste, il y a un écrasement du prix du gaz naturel. Ça a un impact presque direct sur le prix de l'électricité. Et c'est ça. Donc, parce que si le marché était à 8 cents, 9 cents, tous les producteurs seraient heureux au 7e ciel.
Mais Hydro-Québec Production a un argument, je dois dire, ben oui, mais moi, là, parce qu'à l'époque, l'argument des producteurs privés, c'est de dire le prix de référence, c'était le prix pour construire une centrale. À l'époque, c'était 4,5 cents. Aujourd'hui, construire une centrale, c'est 8 cents. Mais Hydro-Québec dit, ouais, mais moi, là, je vous l'achète, mais je l'achète parce que moi, je vais vous l'acheter à 8 cents, je vais le vendre à 4 cents. Je ne peux pas faire ça. C'est non économique. Alors, stay tuned, parce que donc, il y a et là, il ne faut pas que j'aille trop dans le détail, mais il y a des questions de confidentialité, mais il y a un débat en ce moment. Et toutes ces questions-là sont devant des arbitres. Il y a eu une première décision qui a été rendue, une autre va venir, et moi, je représente, moi et mon bureau, mais moi, des producteurs dans ces débats. Et la question, c'est de dire, bon, OK, qu'est-ce que les arbitres, si les arbitres disent oui, OK, c'est beau donner un sens à la clause de renouvellement, mais quel est le juste prix aujourd'hui? Est-ce qu'on devra, pour chacune des sites, un site au Lac-Saint-Jean, là, près de la maison, la chute, Lac-Saint-Jean, pas la maison hantée, là, mais il y a un site patrimonial où il y a un barrage. Et est-ce qu'on devra faire une étude site par site pour voir si ce site-là a-t-il été reconstruit, donc les coûts devraient-ils faire en sorte que dans le cas, plus à 8 cents ou à 4 cents, ou un site sur lequel il n'y a pas eu d'intervention? C'est une question un peu, là, qui ne serait pas facile à traiter, à déterminer. Oui, il y avait quelques... Non? Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va changer de continent. Nous avons un bureau, donc nous, en Afrique du Sud, en Johannesburg. Et commençons, et donc on est assez actifs à partir du Sud, mais aussi en anglophone et francophone. Bon, alors, certains ici peut-être connaissent mieux la carte d'Afrique que d'autres. Tout à l'heure, je vais montrer une carte de l'Amérique du Nord avec des régions électriques. Ici, il y a des régions, je dirais, des communautés économiques qu'on voit aussi également dans l'autre carte. Attendez, c'est ma carte. Dans les faits, maintenant, peu à peu, on a créé des zones électriques, souvent le South African Power Pool, le PAC, le pool énergétique de l'Afrique centrale, le pôle énergétique de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est. J'espère qu'on n'oublie pas, là, mais donc, de manière générale, donc, on fait un peu le même modèle qu'on a développé en Amérique du Nord. Et peu à peu, c'est vraiment en train là, à vitesse grand V, je dirais, le commerce d'électricité est vraiment en train de s'étendre rapidement. Et je vais vous donner quelques exemples où en ce moment on travaille dans ce continent. Et avant d'aller plus loin, peut-être cette carte-là est plus il faut toujours aussi regarder, notamment, bon, on parle d'énergie hydroélectrique, donc c'est important de connaître les bassins hydrographiques, pardon. Et évidemment, ici, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, mais donc, le bassin du Nil, où j'ai travaillé, je vais vous donner un exemple. Le bassin du Sénégal, au sud de la Mauritanie, le bassin du Niger, etc. Et surtout le bassin du fleuve Congo qui m'occupe actuellement beaucoup. Okay. Puis si vous revenez à la carte du Québec, en effet, les deux bassins, il y a celui du Saint-Laurent, puis il y a celui qui coule dans la baie de James. On se compare. Donc ici, on a 10 bassins hydrographiques, ou 12. Donc il y a beaucoup d'espace. Alors, je vais vous donner un exemple d'un projet sur lequel on est intervenu. Donc, ça, c'est. C'est donc l'Égypte, ici c'est l'Arabie Saoudite. Okay. Donc là, on va focuser sur cette zone-là. Je vous parle un peu donc ce qu'on a fait des enjeux qu'on avait. Okay. Et donc, en Arabie Saoudite, c'est un pays de pétrole et de gaz. Ils ont beaucoup de pétrole, mais eux, le gaz, c'est comme un produit un byproduct, c'est comme il y en a, puis ils ne savent pas quoi faire avec, donc ils produisent de l'électricité. Ils brûlent du gaz naturel pour l'électricité,
Et ils ont dit, bon, on va vendre de l'électricité aux Égyptiens. Et on va faire une ligne de transport d'électricité du sud de l'Arabie Saoudite jusqu'à ici, et sous le golfe d'Aqaba. On va passer une ligne jusqu'au Caire. Parce qu'en plus, eux, ils ont, j'ai encore le misère à l'expliquer, là, ils n'ont pas le même pic, l'heure de comment, la pointe, voilà, la pointe, au même moment, et dans la même saison. Alors donc, le défi à nous, c'était, nous, on disait, on vient vous voir parce que Martino, on est des Saoudiens, on est des Égyptiens, on parle l'arabe, et là, moi, premier choc culturel, moi, je pensais, genre, on parle l'arabe, donc on va s'entendre. Ce sont deux cultures complètement différentes, pour ceux qui connaissent la région. Donc, les Saoudiens et les Égyptiens, c'était vraiment deux mondes différents. Les Saoudiens, beaucoup de moyens. Les Égyptiens, moins de moyens, mais très sophistiqués. Et là, des gens qui ne font pas beaucoup confiance. Et là, ils ont dit, nous, on veut s'échanger l'électricité. On ne va pas s'en vendre. On veut s'en échanger. Une journée, on s'en échange, une journée, ou un après-midi, on va l'échanger une journée. Mais le but de l'opération n'est pas de faire de la vente et de l'achat. C'est de l'échange. Trading Electricity Agreement. Alors, nous, on a défini, donc, on nous a demandé de faire un policy paper sur c'est quoi vendre de l'électricité, de combien d'électricité. On a dit, ben là-dedans, comme ça s'engage bilatéral, on peut le vendre A à B, on peut le vendre. Après ça, on peut constituer un pôle, une région. Et plus on devient sophistiqué, plus on devient un marché totalement fluide. Évidemment, quand il y a deux marchés, quand il y a deux pays côte à côte, il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a rien. On fait une interconnexion, c'est bilatéral. Un troisième pays s'ajoute, quatrième pays. Ultimement, on va vers la fluidité du marché du nord-est américain. Mais on n'en est pas là. Ça, c'est un peu la fin de la maturité du secteur. Alors donc, nous, avec les ingénieurs, il fallait vraiment comprendre là, les moments de pointe, les pénalités et les resets à chaque année qui devaient être faits. Tout ça dans des accords par écrit. Et avant ça, de faire une entente MOU entre les deux États pour s'expliquer qu'on se connaît depuis des décennies. On n'a jamais fait de commerce ensemble, on veut en faire, mais pour commencer, ce sera un commerce d'échange. Donc, on va swapping agreement. On échange d'électricité. Et voilà. Donc, et ultimement, ce faisant, connectant les deux, évidemment, tout ça se faisait en plus au moment où ça n'allait pas bien en Égypte, place Tahir, donc, mais bon. Mais ce faisant, en plus, ça permettait à ces deux régions-là de se connecter sur les pays du Golfe qui ont déjà un interconnection agreement, tous les petits États, et aussi avec la Libye. Ça, c'était avant que la Libye explose. Alors, donc, là, mais tout ça pour dire que c'est un défi assez intéressant d'avoir deux contreparties qui se faisaient peu confiance, mais finalement, on a signé l'entente. Et ils étaient bien contents. Alors, deuxième, et tout ça, donc, on s'assoit, puis on rédige le document, puis on se l'échange, puis on arrive à un texte. Un deuxième cas où j'ai travaillé, j'ai travaillé à 3 reprises, la première fois pour la Banque mondiale, pour tenter d'expliquer, bon, OK, c'est 3 pays, Rwanda, Burundi, Tanzanie. C'est un pays qui a été assez ravagé par notamment Rwanda, les génocides et tout ça. Et il y a une centrale électrique qui est à cheval sur la frontière de la Tanzanie et du Rwanda. Et tout près, il y a le Burundi très très près. Alors, faire l'histoire courte, mon dernier mandat avec eux, c'est la Banque africaine de développement qui nous a embauchés, qui me dit, OK, là, nous, la Banque africaine de développement, on a fait un prêt à la Tanzanie, qui est un pays qui va assez bien, l'Afrique de l'Est, un prêt de 100 millions de dollars. C'est-à-dire que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale a dit, nous, on prête de l'argent pour la centrale,
Et la Banque africaine de développement dit, nous, on va prêter de l'argent pour les lignes de transport. Alors moi, Montréal, je reçois un coup de téléphone, on dit, on aimerait ça, quand vous embauchez, pour négocier, que vous allez négocier un accord entre la Tanzanie et le Burundi. Parce que nous, la banque, on a fait un prêt à la Tanzanie pour 25 ans, 1,5%, un prêt pas remboursable avant 10 ans, un prêt concessionnel. Donc, un prêt vraiment que les banques multilatérales font à des États, qu'on n'aura pas au niveau commercial. Et la banque, et la BAD, elle, à la Tanzanie, c'est un don, un accord de don. Burundi, petit pays, amoché, difficile, un pays donc, qui a beaucoup de difficultés, donc c'est un don. Mais là, évidemment, ces deux pays-là avaient un intérêt à avoir l'argent rapidement pour ce projet-là. Mais le problème, c'est que donc, il fallait faire accepter aux Tanzaniens que cette ligne de transport-là, qui vient de Rusumo, mais qui passe sur leur territoire, appartient à Régie des eaux, l'Hydro-Québec local. Donc, l'utilité publique du Burundi est propriétaire d'actifs en Tanzanie. Alors, tu sais, c'est des pays qui ont déjà eu des périodes de conflit, donc c'était intéressant comme mandat. Avec les Tanzaniens à droite en anglais, puis les Burundiens à gauche en français. Alors, quoi de mieux qu'un Québécois pour faire ça? Et ça fonctionnait. Bon, encore là, tout était beau, tout était signé. La banque était contente parce que de plus en plus des accords de cette nature-là où on disait tu passes le territoire d'une juridiction pour aller vers une juridiction tierce, mais celui en Tanzanie, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a pour moi? Tu passes mon territoire, puis alors il y a du donnant-donnant dans ces accords-là. Et c'était donc c'était la constitution d'une compagnie pour produire l'électricité, le producteur, Rusumo, c'est la chute Rusumo. Les actionnaires pour égal, c'est les sociétés TANESCO de la Tanzanie, Rwanda et Régie des eaux du Burundi, qui créent une société, et ensuite qui vend dans les pays, au tiers, c'est vraiment le tiers dans chacun des pays. Et en plus, il y a la construction des transports, et moi, c'est là que je suis intervenu. Est-ce que des questions? Dans. Oui, pardon. Qu'est-ce qu'il y a eu pour la campagne? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Eux, je pense qu'ils ils ont accepté, ils étaient intéressés que le prêt soit déboursé. Parce que c'est une des conditions pour que. Parce qu'en même temps, eux avaient un intérêt que ça développe parce qu'il y avait quand même un tiers d'énergie qui allait en Tanzanie. Puis je pense qu'ils ont aussi compris, les Tanzaniens, c'est des gens sophistiqués, que bon, maintenant, le Burundi est enclavé. Il ne peut pas inventer la ligne, il faut qu'elle passe quelque part. Mais c'était les conditions d'accès, aussi des détails aussi à la frontière, comment ça va se passer, s'il y a des explosifs, comment c'est géré. Il fallait l'écrire ça quelque part. Là. Ils ont fini par l'accepter. Mais là, la Tanzanie, c'est quand même un pays plus imposant en termes de 35-40 millions d'habitants. Le Burundi, c'est un tout petit pays. Donc aussi, il y avait un rapport de force. Et moi, pour la banque, j'étais là un peu pour. Je travaillais pour la banque, mais je ne voulais pas que ça soit une entente comme ça. Une entente qui est comme ça, qui est inégale, c'est jamais une bonne entente. J'essaie de ramener ça. Donc, il fallait définir les obligations de chacun. Et en faisant ça, encore là, on accroît le commerce d'électricité. Peu à peu, la toile se tisse, pardon. Ça va finir par faire des marchés d'électricité qui communiquent entre eux. Bon. Un autre pays intéressant, le Cameroun. On était là l'année passée.
Donc, depuis qu'on s'est vu, donc, ça, on a ajouté, on avait deux mandats au Cameroun, un notamment à Yaoundé pour l'agence de régulation, mais un autre où, donc, le Cameroun, je ne sais pas si y a des gens qui viennent du Cameroun ici. Non. Cameroun est comme, il y a le réseau sud, le réseau nord, puis il n'y a pas de lien entre les deux. Et donc, le Tchad est un pays enclavé et est un pays riche en carburant, matières fossiles, mais à développer avec peu d'eau, bref, ils ont besoin de créer de l'énergie. Et l'idée, c'est encore là de faire une interconnexion entre le Cameroun et le Tchad dans une période où, si vous avez le Nigeria, puis ici, vous avez Boko Haram. C'est assez sympathique comme quand vous annoncez à votre blog que vous allez là-bas, puis que le soir, il y a une annonce que ça y a du terrorisme, c'est toujours un peu délicat, mais généralement, on ne va pas dans les zones où. Mais quand même. Alors là, c'est un autre exemple. Ce qu'on a fait là-dedans, c'est le client, c'est la communauté économique des États d'Afrique centrale, qui elle-même a constitué un pôle énergétique. Et toute la région, là, donc RDC, Cameroun, Gabon, encore là, c'est toujours un peu la même histoire. Comment on peut interconnecter des pays qui n'ont jamais été interconnectés. Parfois, il y a très peu de routes. Et ce faisant aussi, il y a toujours une dynamique de c'est beau de construire des grandes autoroutes de transport d'électricité, mais il faut aussi trouver une façon de faire de l'électrification rurale. Parce que tu sais, les pays, il y a beaucoup encore de ruralité, beaucoup de villages qui ne sont pas desservis. Et il n'y a rien de plus tannant de voir une grande ligne de transport électrique, mais tu n'as rien dans ton village. Et là, il fallait. Et nous travaillons dans ce dossier-là avec des ingénieurs de Montréal en disant, bon, OK, quel est les ingénieurs devaient déterminer le tracé le plus efficient pour les lignes de transport d'électricité qui, en même temps, permettait de faire des lignes d'électrification rurale. Et nous, ce que nous avions à faire, c'est que nous avions à faire une entente d'interconnexion entre les deux compagnies électriques des deux pays, du Tchad et du Cameroun, et aussi à rédiger un contrat de vente d'électricité qui soit, parfois, le Cameroun est vendeur au Tchad, et parfois le Tchad est vendeur au Cameroun, donc un contrat qui peut être versatile des deux côtés. Alors, on a livré ce contrat-là, et bon, la ligne n'est pas encore en construction, mais les études vont être, on va présenter les études finales cet été à Yaoundé. Encore là, et toujours un but important, c'est le commerce régional de l'électricité. Alors, mon favori en ce moment, c'est le fleuve Congo. Il n'y a pas de Congolais dans la salle? Non? Vous connaissez le dossier? Oui? Êtes-vous de Kinshasa ou de Congo? Non, je suis de Brazzaville. De Brazzaville. Ah, de Brazzaville. Bon. Ben, évidemment, Congo, le Congo, c'est en RDC, mais Brazzaville et Kinshasa, c'est donc les deux capitales les plus proches du monde. C'est ce barrage qui nous alimente. Oui, hein? Inga 2, Inga 1? Ah, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est Inga qui alimente Brazzaville. Le fleuve Congo, c'est le Son-Ferreur. C'est le deuxième plus grand fleuve au monde en débit. Ouais. Après l'Amazon et avant le Nil. En tout cas, bref, c'est un fleuve qui coule dans deux hémisphères. Quand vous êtes à Québec ou à Montréal, vous regardez le fleuve. Quand on est à Kinshasa, au Brésil, on regarde la largeur du fleuve, ça se ressemble un peu, sauf que le fleuve est beaucoup plus profond. Hein? Je pense que c'est 200 mètres. En tout cas, c'est un débit d'eau absolument incroyable. Et il y a déjà donc 2 barrages sur ce fleuve, Inga 1 et 2, qui ont été construits dans les années 70, 80, qui avaient des problèmes. Et là, le projet phare, c'est Inga 3, Bacha. C'est donc 40 000 MW. Première phase, 4 500 MW. La première phase, l'Inga 3, c'est pour vendre donc 4 500 MW, dont il y en a 2 500 en Afrique du Sud. Alors, revenons à une carte. Donc, Gabon, Congo-Brazza,
Kinshasa en est ici, plus ou moins. Donc, le fleuve Congo, c'est tout ça et c'est tributaire. Vente d'électricité de 2500 MW d'ici à Johannesburg. Et là, il y a aussi une volonté de vendre l'électricité en Égypte et aussi au Nigeria. Mais en même temps, c'est des lignes de transport d'électricité sur 2000 km. Quand ça vient du Labrador, ça arrive à Montréal. On n'est pas là dans les mêmes distances. Et, mais il y a des défis. Donc, bon. Alors, donc, la RDC est un pays de 80 millions d'habitants, plus ou moins. Un grand pays. 3 fois comme la France. Beaucoup de potentiel hydroélectrique. Et qui veut devenir, et ce projet-là, s'il se réalise, et là, le gouvernement de la RDC avait lancé des appels d'offres pour réaliser, l'Afrique du Sud a signé un traité avec la RDC pour acheter 2500 MW. Mais c'est 12 milliards de dollars pour construire. Et dans ces pays-là, ben, où trouve-t-on le 12 milliards? Qui va le financer? Donc, la RDC a lancé un appel d'offres il y a 2 ans, où 3 grandes sociétés se sont préqualifiées, les Chinois, les Coréens et SNC-Lavalin, et les Espagnols. Donc, jusqu'à décembre dernier, tout le monde attendait que finalement l'État du Congo choisisse le gagnant. Mais le gagnant doit venir avec une solution technique, mais également financière. Vous êtes espagnol, vous voulez gagner, vous voulez, mais quel type de financement apportez-vous? C'est compliqué. Il y a donc, là-dedans, il y a les Chinois étaient bien positionnés, mais les Américains trouvaient qu'attribuer le marché à des Chinois sur le plus grand projet d'infrastructure de l'Afrique en énergie, ce n'était pas une bonne idée. Et là, il y a des tractations. Et vous, là, arrêtez-moi, dans une année électorale à la fin du 2e mandat de M. Kabila. Et là, donc, Kabila veut faire la première pelletée de terre en septembre, en octobre, au moment où son mandat doit se terminer. Au moment donc où il devrait y avoir une élection. En novembre 2016. En novembre 2016. Alors, c'est un peu compliqué. Mais donc, nous, on y travaille. Et on essaie d'y être et d'être aidant pour ceux qui veulent faire le projet. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que c'est un projet qui traverse les lignes de parti. C'est un projet, qu'on soit de l'opposition ou du gouvernement, tous veulent la réalisation du projet. Oui, c'est beau faire un projet, mais si ce n'est pas au profit des Congolais, ça ne vaut pas la peine. Alors, c'est un projet là qui monopolise beaucoup l'attention des banques multilatérales, la Banque mondiale, la Banque africaine, veulent financer. Les Chinois ou d'autres veulent participer, les Américains veulent participer, ils veulent lancer le projet. Mais tout ça, tu supposais que c'est un projet à suivre, parce que ça va être un projet phare là, des prochaines années. Et beaucoup de Québécois ont participé. Toutes les études techniques d'ingénierie ont été faites à Montréal par RSW, les ingénieurs qui s'appellent maintenant École. La SNEL, la Société d'électricité, maintenant tout le management, ils avaient des difficultés. Le management a été pris en charge par Manitoba Hydro, mais comme ils ne parlent pas français, c'est tous des Québécois d'Hydro-Québec qui sont là, à la retraite. Donc, il y a étonnamment, dans ce pays très loin de chez nous, il y aura probablement beaucoup de Québécois qui vont travailler. Alors, je vais à suivre, et à suivre l'actualité, si le projet finit par démarrer. S'il démarre, donc, il y a beaucoup des gens ici qui vont travailler au niveau technique, au niveau financier, et peut-être, espérons-le, au niveau juridique, si le projet peut se réaliser. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai 2. Oui. La première question, c'est sur l'Égypte. Oui. Je ne suis pas spécialiste en droit commercial, mais je voudrais savoir, vous avez dit que le but de l'opération, c'est le commerce d'échange et non de vente. Oui. Le but principal, c'est l'échange. Ouais. Et si à la marge, il y a
parce que le but, de toute façon, c'est faire un Electricity Trade Agreement, c'est le nom de l'accord, où on échange sur la base d'une année, et à la fin de l'année, on essaie de remettre les pendules à zéro. S'il advient qu'il peut y avoir des situations où la pendule ne peut pas être remise à zéro, il peut y avoir des ventes, mais à la marge. Mais il est décrit dans les attendus de l'accord que ce n'est pas comme un contrat de vente d'électricité comme on en voit ailleurs. C'est vraiment d'échange. En même temps, en faisant ça, les parties apprennent à se parler. D'ailleurs, dans le contrat, parce que tu sais, c'est beau de dire des ententes, mais concrètement, là, il faut dire, bon, il y aura un comité d'exploitation constitué de 2 ingénieurs de Saudi Electric, de 2 ingénieurs de 3, peu importe, des Égyptiens. Ils se voient toutes les semaines. Pendant une semaine sur 2, ce sont les Saoudiens qui ont l'initiative, parce que tout est égal, maintenant, il faut donner le rôle, c'est comme en Europe, la présidente tournante, maintenant, ça tourne. C'est ça. Alors, c'est dans ce petit accord-là que l'on définit jusqu'à l'opération quotidienne qui fait quoi. Deuxième question. La deuxième question, en abondant sur l'exemple que vous avez donné à propos du Tchad de Cameroun, que l'électricité traverse les zones rurales alors que ces zones-là ne sont pas électrifiées. Et je transpose cela aussi au niveau de la RDC. Comment est-ce qu'un pays peut s'engager dans un tel projet d'envergure à vendre l'électricité à l'Afrique du Sud, sachant que elle est incapable de satisfaire les besoins d'électricité de la population parce qu'il y a un manque chronique d'électricité en RDC, caractérisé par des délestages. Je ne sais pas si vous allez souvent à Kinshasa, vous allez là. Ça fait 4 fois que je vais le novembre, je reprends 2 semaines. Voilà, c'est la Gombe, là-bas il y a le courant, mais à Bandal et puis à Yolo, c'est le noir. Mais vous avez raison, je ne vais pas minimiser ça, c'est vrai que c'est toujours un dilemme, mais dans le projet des INGA par chute, INGA 3, sur les 4500 MW de la première phase, 2500 seraient dévolus à l'Afrique du Sud. Il en reste 2000 au Congo. Et le plan que je comprends du gouvernement, c'est de ce 2000-là, d'en garder une partie pour les régions minières du Katanga et une autre partie pour la population de 1000 MW à Kinshasa. Alors, espérons que ça se réalise. Mais je suis d'accord avec vous. Ce projet-là on ne peut pas faire 4500 MW. Et c'est comme je disais au début, au Québec, personne ne souhaitait que toute la baie James ait à New York. Il faut d'abord, c'est le même principe. Et je ne pense pas qu'il y a personne d'assez fou pour penser que une portion importante de cette énergie-là ne pourra pas rester au Congo. Ça, c'est INGA 2. Hein? Ça, même pour INGA 3. INGA 3 développé, là, pour en parler aux gens de la SNEL, de la Société de l'électricité, eux veulent bien sûr, là, sur Kinshasa. Kinshasa, c'est une ville de 20 000 habitants il y a 50 ans. Maintenant, c'est 12 millions d'habitants. Les besoins sont criants. Et non seulement Kinshasa, mais vous avez raison, surtout les régions. En Équateur. Ouais. Donc, la participation de banques multilatérales comme la Banque mondiale, la Banque africaine, souvent, elles préconditionnent leur financement avec l'atteinte de taux. On va dire, c'est bien beau vendre, mais c'est pas juste pour vendre, il faut développer le pays. Il faut atteindre des taux de pénétration plus importants. Parce que ce que vous dites là, vous avez raison, c'est le dilemme dans beaucoup de pays comme ça. J'espère que vous avez le goût, que vous ne vous pas fait peur. Mais c'est un peu là, c'est un peu donc notre quotidien. On travaille
il y a beaucoup de. Effectivement, quand on travaille à l'étranger, il faut connaître aussi l'actualité politique, parce que tous ces développements-là sont toujours intimement liés et très près des gouvernements et très près des centres décisionnels, que ce soit la présidence ou la primature, le bureau du premier ministre. Évidemment, si on s'embarque dans des pays où on ne connaît pas un peu les sensibilités politiques, on peut perdre notre chemin. Alors, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire plus tard dans vos fonctions, mais l'énergie dans ce secteur certainement d'intérêt. N'hésitez pas à m'envoyer des courriels. Là, si vous avez des questions, je suis toujours disponible à répondre aux questions. Ça me fait plaisir. Plus on est de gens intéressés par ces questions-là, plus on se portera. Je vous remercie de votre attention. Merci.